Monsieur, décollage immédiat pour un grand voyage météorologique. En effet, à l'occasion de la COP23, vous savez, la conférence sur le changement climatique qui se déroule actuellement en Allemagne, à Bonn, eh bien, le climat est à l'honneur dans C'est un monde. Alors, quelles sont les répercussions de ce dérèglement climatique sur les autres pays? Sont-ils impliqués dans la protection de l'environnement? Si oui, comment font-ils pour lutter contre ce phénomène? C'est ce que nous verrons avec 4 de nos correspondants. Et en raison du décalage horaire avec certains d'entre eux, vous l'avez compris, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Ils font la pluie et le beau temps. Donc, voici nos experts du jour. Valérie Lerouge, avec qui nous irons aux Pays-Bas. Sandrine Mercier, qui nous attend à Barcelone. Nicolas Bertrand également, notre correspondant en Inde. Et enfin, Franck Genozo, que nous rejoindrons en Israël. Pour la première escale, direction les Pays-Bas, où nous attend, je vous l'ai dit, Valérie Lerouge. Et qui dit hausse des températures, dit fonte des glaces et des glaciers. Et donc, hausse du niveau de la mer, ce qui n'arrange pas les affaires de nos voisins néerlandais qui vivent en permanence sous la menace d'inondation. Valérie, bonjour. Au-delà... Bonjour Laurent. Voilà, et effectivement sous cette menace d'inondation. Oui, un quart du pays se situe en dessous de la mer. 2 tiers des terres sont potentiellement inondables. Donc forcément, la question de la gestion de l'eau, du niveau de l'eau est une question de survie vraiment aux Pays-Bas. Alors ce n'est pas nouveau. Les fameux moulins hollandais, les moulins à vent, servaient déjà il y a 5 siècles à drainer, à assécher les polders, ces terres gagnées sur la mer. Et depuis, les Néerlandais ont tout essayé, éprouvé, amélioré, les barrages, les écluses, les maisons sur pilotis, les maisons flottantes, les dérivations de fleuves, vous allez le voir. Et les Pays-Bas sont devenus un véritable pays laboratoire en fait en gestion de l'eau pour d'autres pays confrontés aux problèmes. Vous voyez ce reportage réalisé avec Jérémy Audouard et Sylvain Winans. Franck et Monique font partie des premiers déplacés climatiques d'Europe. Ils ont vécu ici pendant 30 ans jusqu'à ce que leur maison et une cinquantaine d'autres soient détruites. À cet endroit, il y avait notre garage et notre maison. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Là-bas, il y a l'eau. C'est pour ça qu'on a dû partir, à cause de l'eau. Car le fleuve tout proche arrivait à saturation et débordait régulièrement. On a donc déplacé les habitants pour creuser un canal en parallèle. Avant 2013, Nimègue ressemblait à ça. Et maintenant, en 2017, ça ressemble à ça. Si vous creusez un nouveau canal, il faut aussi construire de nouveaux ponts ou les consolider. Coût du chantier, 360 millions d'euros, dont une partie pour indemniser généreusement les habitants expropriés. À une centaine de kilomètres de là, la ville de Dordrecht. Ici, plutôt que de tenter de réguler les eaux, on a directement construit dessus des habitations flottantes. Ici, jamais d'inondation, car quand le niveau de l'eau grimpe, la maison s'élève aussi. Reliées à ces pylônes, elles sont conçues pour monter jusqu'à 3 mètres. Jürgen nous accueille chez lui. Bonsoir et bienvenue dans notre maison. Il vit ici depuis à peine 1 mois, une vie au fil de l'eau. Il y a des petites vagues à cause des bateaux. Ça provoque des petites secousses, ça remue. On le sent bien, mais c'est pour ça qu'on aime vivre sur l'eau. Une maison flottante coûte de 15 à 20% plus cher qu'une maison classique. Elle se développe doucement. Il en existe environ 400 de ce type aux Pays-Bas. Des restaurants flottants, des îles flottantes aussi. Cet architecte imagine un futur où tous les bâtiments seront flottants, les maisons, mais aussi les immeubles et les hôtels. Ici, on voit la montée des eaux comme une véritable opportunité. Ça nous fait pas peur, on doit faire avec ça. On sait que ça va arriver, qu'il va pleuvoir davantage, qu'il y aura plus d'eau dans les rivières. On doit s'adapter et on ne doit pas combattre l'eau, on doit vivre avec. Les Pays-Bas veulent toujours avoir un coup d'avance sur l'évolution du climat. Pour dompter les conséquences de la montée du niveau de la mer près de Delft, des ingénieurs ont mis au point un système unique, une machine à vagues. Par son mouvement, ce panneau génère des vagues qui simulent une tempête.
Ici, nous sommes capables de créer artificiellement la plupart des vagues, même les plus fortes qui peuvent frapper les côtes des Pays-Bas. On vient du monde entier pour étudier le savoir-faire du royaume face à la montée des eaux. Chinois, américains ou allemands, tous veulent s'inspirer du modèle néerlandais. Ouais, Valérie, j'avais envie de vous poser tout de suite la question tout à l'heure. Au-delà de la situation géographique des Pays-Bas, il y a bien un événement dans l'histoire qui a changé la donne, non ? Oui, le 31 janvier 1953, grosse tempête en mer du Nord, fort coefficient de marée, résultat des inondations dramatiques, 1800 morts. 70 000 déplacés dans le pays, des milliers d'hectares inondés, du bétail noyé. Ça a été clairement un traumatisme pour le pays. 3 semaines plus tard, le gouvernement lance le plan Delta, des grands travaux avec des barrages, des digues. C'est là qu'on a construit plein de ponts et ça a clairement accéléré la recherche dans ce domaine-là. Alors justement, compte tenu de ce changement climatique, de ce réchauffement, comment évolue cette menace d'inondation ? Elle s'accroît chaque année un peu plus. On estime que le niveau de l'eau va monter de 65 cm à 1,30 m d'ici 2100. Ça paraît loin, mais honnêtement, c'est demain. Donc les normes changent régulièrement. Actuellement, il y a 400 km de digues qui sont rehaussées. Les Néerlandais savent qu'ils ont évidemment cette épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête, ou plutôt en dessous des pieds. Merci. Bah oui, on a les mêmes chiffres. Hein. Merci beaucoup Valérie, à très bientôt. Alors pour la suite du voyage, nous partons en Espagne où le soleil n'en finit plus de briller. Bonjour Sandrine. Alors, ça a des avantages bien sûr, mais ça a aussi de gros inconvénients. Si le thermomètre continue de monter comme ça, le pays risque quand même d'être à sec. Je ne parle pas des finances, on est bien d'accord. Bonjour Laurent. Oui, un pays tellement sec que les scientifiques parlent d'africanisation de son climat. Imaginez que les températures ici en Espagne, pour un grand tiers du pays, sont aujourd'hui les mêmes que celles du Maroc il y a 25 ans. Et l'une des régions qui a particulièrement chaud, c'est l'Andalousie, où l'on voit d'ailleurs apparaître les premières victimes de ce réchauffement climatique. Des agriculteurs qui n'ont pas d'autre choix que de changer de métier ou alors d'abandonner leurs terres. C'est le reportage qu'ont fait Marie Bolinches et Ludomic Domi. Ici, on avait nos brebis. Le changement climatique a fait d'Antonio Jesus et son père des éleveurs sans troupeaux. On est éleveur depuis mon arrière-arrière-grand-père. Alors ça nous a brisé le cœur de les vendre. Comme si quelqu'un de proche venait de mourir. On ne parlait plus à la maison, ma mère non plus. C'était comme si un membre de notre famille était mort. Impossible de nourrir 1500 brebis sans herbe et sans eau. Dans ces champs, il ne tombe plus que 100 litres d'eau par an. C'est 6 fois moins qu'en temps normal. La pire sécheresse qu'ait connue l'Andalousie depuis 25 ans condamne les agriculteurs à abandonner leurs bêtes et leurs cultures. Les amandiers d'Antonio sont eux aussi victimes du réchauffement climatique. Il y a plus de parasites. Il y en a un, c'est un scarabée, qui attaque les racines et assèche complètement l'arbre. Antonio Jesus est désormais au chômage et envisage de se reconvertir. D'autres refusent d'abandonner l'agriculture. Mais pour combien de temps ? Ici, j'ai 200 moutons. Pour nourrir ses bêtes, Antonio Torres ne peut plus compter sur sa seule récolte. Il doit donc acheter des céréales à prix d'or. On travaille à prix coûtant. Alors, on ne fait que s'endetter auprès des banques. À cause de la sécheresse, des centaines d'espèces végétales et animales sont menacées et les incendies se multiplient. Pour cet écologiste, l'Andalousie est aux avant-postes du réchauffement climatique en Europe. Ça fait 30, 40 ans que l'on remarque une baisse très importante des réserves en eau. C'est une preuve indéniable qu'il y a un changement climatique. Faute de pluie, cet été, de nombreux villages se sont retrouvés au régime sec. À Archidona, plus aucune rivière ne coule et les fontaines sont vides. De juin à octobre, un camion-citerne a dû approvisionner le village 2 fois par semaine. Une situation devenue la principale préoccupation de Madame la maire et de ses administrés. S'il ne pleut pas, les récoltes diminuent.
Donc il y a moins de travail et c'est une réaction en chaîne. L'eau, c'est une richesse. Et c'est d'autant plus vrai pour un village comme le nôtre, qui vit uniquement de l'agriculture. C'est vrai, on a tous besoin d'eau. Je dis toujours que ce qui tombe du ciel, ce n'est pas juste de l'eau, c'est de l'argent. L'Andalousie n'est pas la seule région espagnole concernée. Ces 3 dernières années ont été les plus chaudes que l'Espagne ait jamais connues. Dans moins de 100 ans, 80% du pays pourrait devenir un désert. Ah oui, et donc Sandrine, on se pose la question de savoir comment cette hausse des températures se traduit finalement en Espagne. Eh bien oui, déjà Laurent, il fait très chaud, vous l'avez dit. Le thermomètre en Espagne, depuis 1975, n'en finit plus de grimper. 0,5 degrés en moyenne en plus, tous les 10 ans. C'est le double des autres pays de l'hémisphère nord. Cet été a d'ailleurs été le 2e été le plus chaud enregistré depuis 50 ans. Il a fait jusqu'à 47 degrés à Cordoue pendant plusieurs jours en Andalousie. Mais cette sécheresse touche aussi le nord du pays, en Galice. Il s'est produit un phénomène étrange. Des villages qui avaient été engloutis par les eaux des barrages ont refait surface en raison du manque de pluie de ces derniers mois. Et donc en matière d'énergie renouvelable, comment se positionne le pays, l'Espagne ? Eh bien Laurent, c'est ce qui pourrait s'appeler un beau gâchis. L'Espagne était pourtant pionnière dans les énergies vertes. L'Andalousie s'était même dotée des plus grandes centrales solaires au monde. Et patatras, la crise a tout arrêté et l'arrivée au pouvoir des conservateurs en 2012, qui ont gelé les aides et évité tout investissement dans ce domaine, a fait dégringoler l'Espagne en bon dernier élève. Résultat, entre 2013 et 2015, la puissance éolienne a augmenté de 20% en Europe, mais seulement de 0,07% en Espagne. Pareil pour le solaire, Bruxelles a installé plus de photovoltaïques que toute l'Espagne réunie en 2015, a critiqué le vice-président de la Fondation des Renouvelables. Pourtant, vous le voyez ici, Laurent, il y a quand même du soleil. Ouais, merci. Restez à l'ombre, Sandrine. À bientôt. On va prendre la température sur le net avec Julia Livage. Et apparemment, toutes les nouvelles technologies contribuent fortement au dérèglement climatique. Et surfer sur le web nuirait, paraît-il, gravement à l'environnement, c'est vrai ? Bah oui, c'est vrai. Nos ordinateurs, nos iPads, nos écrans plats, nos smartphones, ainsi que tous les réseaux qui les font communiquer, ils sont loin d'être indolores pour l'environnement. Nos petits joujoux high-tech, ils consomment énormément d'électricité et tous les data centers qui les alimentent, ils sont très énergivores. Entre la fabrication et l'utilisation du matériel, Internet a une très forte empreinte environnementale. Alors, quelques chiffres, par exemple, 4 grammes de CO2 émis par mail envoyé, 7 tonnes de CO2 par jour pour les recherches Google, l'équivalent, Laurent, d'un Paris-Londres en avion juste pour alimenter son ordinateur pendant 1 an. Donc voilà quelques chiffres assez flagrants. La toile est une énorme source de consommation énergétique, mais c'est aussi une victime, figurez-vous, des changements climatiques. Pourquoi ? Parce que Internet, c'est un petit peu comme une centrale électrique, c'est fait de câbles, de métaux, de tuyaux, donc très vulnérable au changement de température notamment. Alors du coup, la montée des températures et le réchauffement de la planète vont avoir de plus en plus d'impact sur les réseaux et sur les infrastructures du web. Par exemple, en 2012, une tempête avait immobilisé en même temps Amazon, Netflix et Instagram. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors on ne réalise pas vraiment, mais finalement, la cherté de l'eau, la rareté de l'eau et la hausse des températures, ça a des répercussions terribles. Et les entreprises du secteur de technologie, elles vont devoir aussi s'adapter à ça aussi. Alors, première chose, vos chiffres, là, tout à l'heure, vous ferez des petites fiches, oui. Justement, vos chiffres, et on les affichera au bureau comme à la maison. Cela dit, Internet, c'est aussi un outil de résistance face aux climato-sceptiques. C'est important. C'est ça, oui, tout à fait. Les déclarations du gouvernement Trump ouvertement climato-sceptiques, les suppressions d'une partie des financements des agences officielles. On a aussi demandé aux scientifiques de supprimer les pages mentionnant la responsabilité de l'homme dans le changement climatique sur les sites officiels. C'est quand même assez dingue. Tout ça, ça a fait réagir les employés qui travaillent par exemple dans les parcs nationaux ou qui travaillent dans ces agences pour l'environnement et qui ont créé des comptes pirates, des comptes non officiels pour, par exemple, donner des chiffres qui sont censurés par le gouvernement, mais qui sont des vrais chiffres, pour montrer des photos. Vous avez même la NASA qui s'y met avec ce site très intéressant, regardez, qui s'appelle Image of Change. Regardez, on peut voir une même image plusieurs années après, et les changements climatiques qui se sont opérés entre-temps. C'est assez flagrant, c'est assez étonnant. Je vous conseille vraiment d'aller sur cette page qui est, je rappelle, officielle.
Eh ben, vous savez quoi? Vous restez à votre poste et vous continuez de surfer dans le monde entier. Merci Julien. Allez, notre périple se poursuit en Inde, cette fois-ci, un pays surpeuplé, vous le savez, fortement touché également par les effets du changement climatique. Nicolas, bonjour. Vous allez nous expliquer comment cela se traduit concrètement, mais avant ça, je rêve pas, c'est tout gris autour de vous, c'est la pollution, ça? Oui, bonjour Laurent, exactement. Ce n'est pas du brouillard ce que vous voyez autour de moi, mais pour le moment, New Delhi est frappé par une vague de pollution qualifiée d'apocalyptique et bien sûr très dangereuse également pour la santé. Elle est due aux usines, aux centrales électriques au charbon, mais également aux millions de voitures. Et tout cela participe bien sûr au changement climatique. Ici, en Inde, nous sommes coincés entre l'Himalaya, où la fonte des glaces est de plus en plus précoce, et l'océan Indien de l'autre côté où le niveau de la mer ne cesse de monter. Résultat, dans le golfe du Bengale, des îles entières ont coulé, totalement emportées par les eaux, et toutes les initiatives pour inverser la tendance ont pour l'instant échoué. Regardez ce reportage, il est signé Leila Yaker et Thomas Donzel. Sur leur bateau, cette famille de pêcheurs assiste impuissante à un étrange phénomène. De père en fils, ils naviguent ici, dans le golfe du Bengale. Mais ces dernières années, plus besoin de contourner les îles, elles ont tout simplement disparu. Là, regardez, avant il y avait une île. Au début, quand nous sommes passés, nous avons vu qu'un hectare de l'île avait disparu. 4-5 jours plus tard, nous sommes repassés et à nouveau, un peu plus d'1 hectare manquait. C'est comme ça que l'île a complètement coulé. Chaque année, ce sont 5 km² de terre qui sont engloutis. Ici, l'île de Goramara. Elle a déjà perdu la moitié de sa superficie. Ce phénomène, c'est le principal sujet d'étude de Ritu Parna. Géographe, elle mène régulièrement des enquêtes auprès de la population. Combien de terrain avez-vous perdu? Environ un demi-hectare. Et en combien de temps? Juste sur l'année passée. Il y a des cyclones par ici? Oui, beaucoup. Et les terres sont emportées? Oui, car les rivières débordent. Pour la scientifique, le seul coupable, c'est le réchauffement climatique. Ils me disent que les températures augmentent, ça c'est le premier point. Et la saison des pluies est aussi chamboulée. Le changement climatique induit la montée du niveau de la mer et donc l'érosion. Mais le changement climatique perturbe aussi la fréquence des cyclones et leur intensité est plus grande. Ils sont plus destructeurs. À New Delhi, le Centre pour la science et l'environnement a réalisé un rapport sur la situation dans le golfe du Bengale. Pour eux, c'est l'homme le principal responsable. Il y a d'abord un impact global à cause de l'augmentation des gaz à effet de serre et l'augmentation de la température mondiale. Mais il peut aussi y avoir un réchauffement local à cause de l'urbanisation, l'exploitation des forêts, le surdéveloppement. Si vous regardez les îles du Pacifique ou de l'océan Indien, elles vont toutes perdre beaucoup de terre à cause de la montée des eaux et des changements climatiques. Concrètement, au quotidien, ce sont des milliers de vies qui sont affectées et des villages qui sont rayés de la carte. Ça, ici, c'était la cuisine. Vous pouvez encore voir une partie du mur qui est restée debout. L'eau est montée, les vagues sont arrivées et ont tout emporté. Plus de 30 000 personnes ont déjà quitté la région. Mais comme Parvati, beaucoup n'ont nulle part où aller. Si le gouvernement nous aide, nous partirons. Et sinon, nous coulerons et mourrons ici. Nous n'avons aucune autre solution. L'île sera submergée tôt ou tard. J'espère que quand l'eau viendra, je serai en train de dormir et que je mourrai en paix. Ironie de l'histoire, sur cette île, il n'y a pas de voiture, pas de route, pas même d'électricité. Ici, les habitants ne polluent pas du tout, mais sont les premières victimes du réchauffement climatique. Ouais, très impressionnant. Merci Nicolas et bravo à toute l'équipe et à bientôt. Alors, suite et fin de notre voyage, direction maintenant le Proche-Orient avec Franck Genozo. Et pour lutter contre le réchauffement climatique, figurez-vous que les Israéliens ont mis au point une technologie tout droit sortie d'un film de science-fiction, pourrait-on dire. Difficile de visualiser. On a besoin de vos lumières solaires, évidemment. Franck, bonjour.
Bonjour Laurent, eh bien pour vous aider à comprendre, je vous propose tout de suite de vous faire découvrir ces images, celles d'un océan de miroirs posé au beau milieu du désert avec en son centre une immense tour de béton dont le sommet est transformé en fournaise par les rayons du soleil qui vont ensuite être transformés en électricité. C'est le principe de cette nouvelle technologie des tours solaires actuellement développée aux États-Unis, au Maroc, mais aussi en Chine et en Afrique du Sud. Et le projet le plus ambitieux se situe en Israël. Comme je suis sûr, Laurent, que vous êtes très curieux de savoir comment ça marche, eh bien c'est parti, destination le désert du Negev où nous emmènent ce matin Maxime Pérez et Ovsep Nalbandian dans ce reportage. Regardez. Si les technologies avaient leur merveille du monde, la centrale thermosolaire d'Achalim en ferait sûrement partie. Jaillissant au cœur d'une nature aride, le désert israélien du Negev, cette tour solaire culmine à 250 mètres d'altitude. Une double prouesse technologique, puisque ce donjon est entouré d'un océan de miroirs scintillant de toutes parts. On les appelle des héliostats. Ils sont au nombre de 50 000 et couvrent une surface équivalente à 300 terrains de football. Vu du sol, ce champ solaire semble s'étendre à l'infini. Donc nous nous trouvons ici à côté d'un exemple d'héliostat qui est composé de 4 miroirs. Installer ces pylônes a nécessité un travail de calcul titanesque, car rien ne doit être laissé au hasard. Si on ne fait pas ça de façon précise, on aura des problèmes. On aura des problèmes d'ombre entre chaque héliostat, on aura des problèmes de collision aussi. À la manière des tournesols, chaque héliostat est doté d'un système permettant de suivre la course du soleil, pour mieux renvoyer ses rayons au sommet de la tour, dans cette chaudière où la température avoisinera les 600 degrés. L'eau qui s'y trouve se transforme en vapeur et sert à produire de l'électricité. Une fois opérationnelle dans quelques mois, la station solaire d'Achalim pourra alimenter une ville de 120 000 habitants. Cette tour solaire a été érigée telle une cheminée, de sorte qu'une fois construite, les ingénieurs n'aient plus qu'à hisser vers le sommet ce chaudron noir pesant plus de 2000 tonnes, la pièce maîtresse du projet. On arrive ici au cœur de la centrale de Achalim. Devant nous, la tour de 250 mètres, on va monter dedans. Le maître des lieux nous emmène sur l'une des plateformes d'observation. Y monter en empruntant un ascenseur de chantier prend exactement 6 minutes. Là-haut, des ouvriers attendent de faire le chemin inverse. Au plus fort des travaux, ils étaient 1000 affectés à la construction de cet édifice. Et ici, c'est clairement le miracle au milieu du désert. Ce n'est pas un miracle, c'est beaucoup de travail. Mais surtout, rien n'aurait été rendu possible sans un climat propice. En Israël, la région du Negev bénéficie d'un ensoleillement quasi permanent. Des conditions idéales pour optimiser les performances de cette station solaire. On a plus de 300 jours ensoleillés par an et on a un système qui sait maîtriser les transitions de nuages et qui sait jouer le champ solaire pour compenser. Ce chantier dont le coût s'élève à quelques 650 millions d'euros est sans équivalent au monde. Mais sa technologie inspire de plus en plus de pays. Inaugurée il y a 3 ans, la centrale d'Ivampa en Californie est tout aussi spectaculaire. Située à moins d'1 heure de voiture de Las Vegas, elle permet d'alimenter 140 000 foyers en électricité. D'autres tours sont actuellement érigées à travers le monde, au Maroc, au Chili et bientôt en Chine et en Afrique du Sud. Durée de vie estimée 50 ans, autant que les centrales nucléaires. Avec cette station thermosolaire en plein désert, Israël veut prouver son ambition pour les énergies renouvelables. Le pays s'est engagé à recourir à 10% d'énergie propre d'ici à 2020. Très, très impressionnant, spectaculaire, on vient de le voir. Mais Franck, est-ce que, pour que ça pousse un peu partout dans le monde comme ça veut dire que le système a fait vraiment ses preuves ? Eh bien, la réponse est oui, Laurent. Cette technologie est actuellement au point et elle permet déjà d'alimenter jusqu'à 150 000 foyers en électricité. Ça n'est pas rien. C'est par exemple l'équivalent de certaines grandes villes françaises comme Brest, Dijon ou encore Aix-en-Provence. Cette technologie, elle a également un autre avantage. Elle a une durée de vie de 50 ans. C'est intéressant. C'est exactement la durée de vie moyenne actuellement d'une centrale nucléaire. Mais cette technologie, elle a aussi un certain nombre d'inconvénients ou de limites. Le premier d'entre eux,
C'est tout simplement qu'il faut du soleil, un bon ratio d'ensoleillement. Et ça, eh bien, ça n'est pas le cas partout dans le monde. Dans le désert du Negev, par exemple, 350 jours de soleil par an, pas de problème. C'est un peu plus compliqué dans certaines régions françaises. Et même le ratio d'ensoleillement du sud-est, par exemple, ne suffirait pas actuellement. Autre problème, autre limite de cette technologie, elle coûte toujours très cher. Plus cher, par exemple, que d'autres énergies renouvelables comme l'éolien ou encore le photovoltaïque. Voilà pourquoi, Laurent, il est assez peu probable que vous voyez ce type de tour pousser dans les périphéries de nos villes, à court terme en tout cas. Ok, c'est entendu. Merci Franck, merci et à très bientôt évidemment.